Bonjour à tous et bienvenue pour cette première conférence de cette nouvelle édition de Virtua Livre. Thème d'aujourd'hui, thème vidéoludique, c'est assez rare pour le souligner. Le thème c'est Game Design et Art Multimédia. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Ray Ami, salut à toi. Est-ce que tu voudrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais. Alors, du coup, je suis Rayami, j'ai 25 ans. Je suis game designer et globalement créateur de jeux vidéo. En règle générale, je touche à tout, donc coding, musique, tout ce qui est dessin, tout ce qui est multimédia. Je fais tout dans le jeu, globalement. Et je fais mes jeux moi-même, et mes jeux sont gratuits. Donc déjà, c'est, c'est important à souligner pour moi. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Lucas, je suis l'organisateur de ce salon. C'est-à-dire c'est moi le tyran qui fait en sorte que l'équipe qui organise le salon travaille correctement. Mais aujourd'hui, je vais aussi m'occuper de la conférence vu qu'il y a une urgence. Donc, Oui. à qui est parti? On ne le saura pas. Très bien. Visible, c'est quand j'ai dit tyran, ça lui effrayait des gens. donc, mon cher ami Rayami, Oui. pourrais-tu commencer par nous dire par nous définir le game design, ou tout du moins nous définir ta vision du game design. Voilà, justement, c'est de ça que je voulais parler. Premièrement, c'est ma vision. Donc, ça veut dire que c'est ma façon de comprendre ce qu'est le game design. Parce que bien sûr, chacun aura sa définition et vous allez comprendre pourquoi pendant la conférence. Déjà, pour moi, le game design, c'est les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est globalement ce que le joueur peut faire et ne peut pas faire. Ou en tout cas, ce que le game designer essaye de gérer. Parce qu'il arrive que des fois, il y ait des joueurs qui trouvent des failles là-dedans. Mm-hmm. Il y a aussi ce qu'on appelle le level design. Donc le level design, c'est une partie du game design. En fait, c'est la façon comment expliquer? Comment on va créer un niveau pour faire en sorte à ce que le joueur à la fois comprenne ce qu'il a à faire et à la fois essaye d'esquiver les obstacles qu'on va lui mettre en chemin. Voilà. Et ça, c'est globalement une grosse partie du game design et du level design. Après, les level design et les game design changent selon les jeux. Donc, par exemple, un jeu de casse-briques, ça ne va pas du tout être la même chose qu'un platformer. Ce n'est pas du tout le même type de game design. Par exemple, un platformer, il faut regarder où est-ce qu'on va mettre les plateformes, il faut calculer le saut, à quelle distance le saut fait, si on les approche ou si on les éloigne pour que ça soit difficile ou pas, selon ce qu'on a envie de faire. Le casse-brique, du coup, c'est différent parce que du coup, on a juste une palette, donc on ne saute pas, on va juste de gauche à droite. Donc le gameplay est totalement différent. D'accord. Mais du coup, j'ai une question qui découle de ça. C'est la suivante. Il me semble qu'il y a des game designers et des level designers sur le marché du jeu vidéo. Totalement. Donc, s'il y a des game designers et des level designers et que le level design est une partie du game design, comment ça marche concrètement? Est-ce qu'un level designer est sous les ordres d'un game designer? Oui, en règle générale, c'est le cas. Simplement parce que le game designer a une idée générale du game design, alors que le level designer va être précis dans ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il va s'occuper que du niveau, que de l'environnement en tout cas, ou comment l'environnement va être géré. Comment est-ce qu'on casse ce truc-là? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que l'eau elle tue ou est-ce qu'on peut nager dans l'eau, etc. Alors que le game designer, lui, il va plus gérer le jeu en général. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait tel type de jeu ou tel type de jeu? Pourquoi on fait tel type de jeu?
comment ça fonctionne. Voilà. D'accord, donc un game designer doit avoir une vision générale. C'est ça. Là où un level designer doit avoir les détails. Exactement. Mais les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. D'accord. Donc toi, en tant que game designer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience, de ton vécu, de tout ce qui a fait t'en arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors moi, quand j'étais petit, parce que ça a commencé quand j'étais petit, quand j'étais tout gamin, j'ai commencé à faire basiquement, je touchais un petit peu, je jouais aux jeux vidéo et en fait, je me rendais compte qu'il y avait des éditeurs de maps. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc sur les éditeurs de maps de Warcraft 3, par exemple, sur les éditeurs de maps de Age of Empires. J'ai commencé à créer mes niveaux pour essayer, parce que ça m'amusait, un peu comme des Lego. Et après, j'ai commencé à toucher à mon premier RPG Maker. Je ne saurais pas dire le nom, parce que c'est un très vieux RPG Maker, où en fait, à l'époque, on devait créer des tuiles. Donc les tuiles, en fait, c'est des bouts de terre ou d'eau qu'on place dans un niveau pour faire tout un niveau. Donc c'est un peu comme un puzzle. Et en fait, ces tuiles-là, on devait les coloriser point par point avec le clavier en RVB. Donc c'était ultra galère au début. Puis après, au fur et à mesure, j'ai connu des logiciels un peu plus récents. Donc par exemple, RPG Maker XP, qui est un très bon RPG Maker, et d'ailleurs je l'utilise encore. Et ClickTeam Fusion, qui est aussi un très bon logiciel de création de jeux. Donc principalement, je me suis formé sur ces logiciels-là. Et un jour, j'ai essayé de faire un jeu qui est sérieux. Donc j'ai commencé à créer des jeux de plus en plus ambitieux, jusqu'à me rendre compte que je ne savais pas les faire. Globalement, je ne savais pas faire ce que je voulais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné. Et à l'heure actuelle, j'ai sorti un gros projet qui fonctionne, qui s'appelle Onirarium. Et puis après, j'ai commencé à faire d'autres petits projets qui ne sont pas gros, mais qui, pareil, me forment à une certaine maîtrise des logiciels. Voilà. D'accord, donc tu parlais justement de gros projets et de petits projets. Parfaite transition, merci beaucoup. Je sais que tu as calculé ça. Tu es dans le jeu indépendant, il me semble. Oui. Quelles sont les particularités de cette scène et surtout, qu'est-ce qui te plaît dans les particularités de cette scène? Alors, premièrement, je trouve que le jeu vidéo indépendant est beaucoup plus intimiste. C'est-à-dire qu'en règle générale, on a des sujets qui sont beaucoup plus, pas toujours, mais en tout cas, en règle générale, beaucoup plus profonds. Quand on joue par exemple à Céleste, ça parle quand même de dépression, ça parle quand même comment on appelle ça, de troubles identitaires de la personnalité, ça parle de choses qui sont assez, pas forcément faciles à aborder. Et le truc, c'est que dans un jeu AAA, c'est très rare de voir ce genre de sujet. Alors que dans un jeu indépendant, en règle générale, tu as plus de chances de tomber sur ce genre de sujet parce que les indépendants, quand ils travaillent, ils créent des jeux beaucoup plus personnels, ils n'ont pas d'équipe derrière. Donc souvent, ils sont à 2, à 3, à 5 à la limite pour créer un jeu. Donc forcément, souvent, c'est des groupes d'amis et c'est peut-être pour ça que déjà, c'est plus personnel. Ensuite, en règle générale, je trouve que la contrainte, donc la contrainte de budget, la contrainte de temps, la contrainte juste choisie, souvent ça permet d'être plus créatif. Ça permet d'être créatif parce qu'on doit détourner les codes. Et donc forcément, dans le jeu indépendant, ça se retrouve beaucoup. Aussi, autre chose que j'aime beaucoup dans le jeu indépendant, c'est que souvent les jeux sont beaucoup plus difficiles. Et moi personnellement, je n'aime pas quand on me prend la main.
et encore plus quand on prend la main tout le temps. Et malheureusement, dans les AAA actuels, on nous prend très, très, très souvent la main. Donc, prendre la main, donc, c'est-à-dire, on n'est pas libre dès le début. C'est-à-dire que on fait des tutos interminables, on nous dit où aller tout le temps, etc. Et ça, j'aime pas trop. C'est pas quelque chose qui me parle. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans un des rares AAA que j'aime bien, donc Skyrim, on te prend pas trop la main. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux. Et autre point que j'aime beaucoup dans le jeu indépendant, c'est que très souvent, c'est des jeux avec un univers artistique très fort, donc qui sort de l'ordinaire. Et voilà, ça, j'aime beaucoup. Ça me parle plus que des jeux généraux qui n'ont pas forcément de patte graphique vraiment tranchée, qui sort du lot. C'est-à-dire que les jeux peuvent être beaux, les AAA peuvent être beaux, mais est-ce qu'ils sortent du lot? Est-ce que leur direction artistique est différente de la norme? Et je ne trouve pas, personnellement. Et c'est peut-être pour ça que le jeu indépendant me plaît, avec toutes ces choses-là. D'accord. Alors, je vais continuer du coup. Donc, je vais enchaîner sur une chose que tu as mentionnée. Tu as dit que généralement, dans le jeu indépendant, il y avait des thèmes abordés qui étaient assez différents et peut-être plus osés par rapport aux jeux vidéo AAA. Est-ce que tu crois que c'est dû à quoi? Tu crois que c'est dû à des impératifs de vente, à la peur de choquer les spectateurs, enfin, les joueurs? Oui, il doit y avoir une partie de ça, mais pas que. Moi, je pense aussi que le fait d'être en plus grand nombre pour créer un jeu fait que ce jeu est peut-être moins personnel, pardon, donc plus impersonnel. Du fait que plus tu es de monde et moins tu peux cibler ton histoire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous Oui, voyez je ce que vois. je veux dire? Ouais, moi, je vois, oui. Après bon, pour briser un peu le mythe, je joue les naïfs, mais je suis un gros fan de la scène indépendante actuelle, donc voilà. Donc moi, je vois de quoi tu parles. Mais après, j'imagine que si les autres ont des questions, ils pourront dissiper leurs doutes à la fin quand ce sera l'heure de poser leurs questions. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je vais enchaîner avec la suite. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec une question toute simple, enfin, simple à comprendre, mais je pense difficile pour ce qui est d'y répondre. Qu'est-ce que tu considères comme un bon game design? Alors, en premier lieu, il faut savoir que c'est totalement subjectif. Voilà, je précise, parce que c'est assez important à souligner. Secondement, pour moi, un bon game design, déjà, ça commence par un bon équilibre entre gameplay et histoire. Dans le sens où, en fait, s'il y a trop d'histoire, pour moi, c'est juste une œuvre interactive et pas un jeu. C'est-à-dire que pour moi, on doit jouer dans un jeu vidéo. Donc, je trouve que c'est important, pas forcément d'avoir les deux, mais au moins un équilibre. Donc, c'est-à-dire que, bon, il y a des jeux qui sont forcément plus textuels et d'autres qui sont forcément plus basés sur le gameplay. Ça dépend, bien entendu, des jeux. Mais il y a un bon exemple à ça, c'est qu'il y a un jeu, je vais en reparler parce que j'aime beaucoup ce jeu, Skyrim. Dans Skyrim, le lore n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si on veut s'informer du lore du jeu, si on veut s'intéresser à l'histoire du jeu, il faut aller chercher les livres et il faut les lire par soi-même. Donc en fait, on n'est jamais obligé de connaître le lore du jeu pour s'amuser. Et ça, je trouve que c'est une très bonne méthode pour laisser le joueur choisir s'il veut en apprendre plus sur l'histoire ou juste jouer. Et donc, du coup, il y a un équilibre entre le game design et l'histoire, en fait. Ensuite, donc ça, c'était le premier point. Guider le joueur sans lui prendre la main. Donc, je donne un exemple. Super Meat Boy. Dans Super Meat Boy,
dès le premier level, si on ne court pas en sautant pour passer le précipice, on meurt. Donc du coup, le joueur comprend qu'il est obligé de courir dans Super Meat Boy, sans qu'on lui indique, sans qu'on lui dise « cours ici ». Et du coup, il comprend tout seul. Ça, c'est une bonne façon de créer un tuto masqué. Et c'est sûrement la meilleure chose à faire. Placer un élément qui indique des actions prédéfinies à faire. Donc, par exemple, quelque chose qui est beaucoup plus triple A, Mario. Dans Mario, si on veut indiquer un saut au joueur, on met des pièces. Et c'est un peu la fonction des pièces dans Mario. C'est indiquer le chemin à parcourir. S'il n'y a pas de pièces, eh ben, du coup, le joueur, il ne comprend pas forcément qu'il faut sauter. Donc, c'est pour ça que les pièces sont en arc de cercle. C'est pour ça qu'il y a des pièces en flèche pour indiquer qu'il faut sauter dans un précipice, par exemple. Alors que s'il n'y avait pas ces pièces-là, eh ben, on ne sauterait pas dans le vide parce qu'on se dirait on va mourir, par exemple. Et ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quand les jeux utilisent directement des falaises ou des murs infranchissables pour indiquer que c'est infranchissable. Et en fait, faire des éléments qui sont compréhensibles tout de suite, en fait. Il y a un danger, on comprend. Il y a un mur, on comprend. Il y a un ennemi, on comprend. Il faut sauter, on comprend, etc. D'accord. Donc, en somme, tu dirais qu'un bon game design, c'est un design qui raconte quelque chose, en fait. Ben, déjà, si vous voulez, ça raconte quelque chose dans le sens où, en fait, on comprend directement ce qu'on a à faire juste en regardant les éléments du jeu, en regardant les éléments de game design, mais aussi de level design. Et c'est pour ça que les deux sont imbriqués. Et c'est pour ça que les deux sont importants. Mais je vais juste ajouter une petite parenthèse. Dans Morrowind, à l'époque, donc Elder Scrolls 3, sachant que Skyrim, c'est Elder Scrolls 5, pour vous resituer, à l'époque, dans Morrowind, il y avait une salle où il y avait un PNJ important. Donc, PNJ, c'est un personnage non joueur. Voilà. Et ce personnage-là faisait partie de la quête principale, donc était très important. Et le truc, c'est que cette salle racontait plus de lore avec son level design que par les écrits, dans le sens où, en fait, si on se penchait un petit peu dans cette salle et qu'on regardait sous le lit, qu'on regardait dans le pot de fleurs, qu'on regardait un peu partout dans cette chambre, eh ben, en fait, on comprenait que ce personnage était un junkie. On comprenait qu'il y avait du sucre lune, donc de la drogue, dans le pot. On comprenait qu'il y avait une petite cuillère sous le lit. On comprenait qu'il y avait une bouteille quelque part dans la chambre, etc. Et donc, par le level design, j'ai compris ça sans même que le jeu me le dise. Et c'est pour ça que je trouve que Morrowind est un des jeux qui brille là-dessus, par exemple. Donc, c'était une petite parenthèse en plus de ce qu'est le bon game design. D'accord, je crois que j'ai compris. Je crois que c'est ce que je voulais dire, en fait, essayer de raconter des choses par le game design. Je ne sais pas si c'est bien formulé. C'est pour ça que j'ai embrayé là-dessus. D'accord. Et à l'inverse, est-ce que tu as une idée est-ce que tu as un exemple de mauvais game design? Oh oui. Alors, par exemple, quelque chose qui m'énerve au plus haut point et qui est facilement enlevable, c'est les murs invisibles. Et je crois que c'est énormément de gens détestent les murs invisibles. Et simplement, les murs invisibles, c'est mal parce qu'on ne les voit pas. Et on ne les voit pas, donc du coup, le joueur ne peut pas comprendre qu'il y a un mur invisible. Exemple, il y a un seau
Donc, je vais prendre l'exemple de Minecraft parce que très souvent, ça m'est arrivé dans des cartes aventures où en fait, on devait faire des sauts, donc des maps jump. Des fois, il y a des murs invisibles en plein milieu d'un saut. Donc, vu qu'on voit pas le mur invisible, on essaye de gruger, on essaye de passer d'un point A à un point B en sautant pour aller plus vite. Et en fait, on peut pas parce qu'il y a un mur visible, donc on tombe et on meurt. Donc en fait, c'est injuste et je trouve que c'est mal fait. Simplement parce que s'il y avait un vrai mur, on aurait compris qu'on ne pouvait pas passer. Donc ça, c'est le premier point. Les sauts dans le vide, c'est la même chose. Donc en fait, j'en parlais un petit peu avec Mario. Mais si vous indiquez pas que vous pouvez aller quelque part et qu'on ne voit pas la plateforme en bas, eh ben, du coup, s'il n'y a pas de pièce pour indiquer, ben, c'est un saut dans le vide. Et dans ce cas-là, le joueur ne va pas y aller. Et donc, ce n'est pas intuitif. En fait, il faut que ça soit intuitif. Les labyrinthes, c'est aussi une facilité qu'a les mauvais game design. C'est qu'en fait, ils créent des labyrinthes pour faire que le joueur, donc des labyrinthes classiques, avec des haies, par exemple, faire que le joueur juste perde du temps. Et c'est pas forcément super agréable, en fait. Surtout que la technique est assez simple, on a juste à aller tout droit ou aller que à droite ou que à gauche, et on sort du labyrinthe. Donc, c'est pas très intéressant. Il y a aussi un autre point, c'est trop utiliser la narration, quitte à couper le gameplay. Ça, c'est un mauvais point de game design, simplement parce que ça coupe dans le gameplay, donc ça coupe dans notre façon de jouer. Donc en fait, on ne s'amuse plus et on lit du lore. Et il y a un jeu qui fait ça, et désolé si vous aimez ce jeu, mais moi personnellement, c'est un peu ça qui a fait que je n'aime pas ce jeu, c'est Undertale. Parce que dans Undertale, quand on fait une certaine run, entre guillemets, il y a un personnage qui s'appelle Alphys et qui nous arrête toutes les 30 secondes. Le truc, c'est que ça permet de la rendre beaucoup plus attachante, et ça je comprends, mais j'ai l'impression que c'est plus une histoire interactive qu'un jeu, en fait. Du coup, ça me pose problème de dire que c'est un jeu à ce stade-là, dans ce moment-là du jeu. Donc ça, je trouve que c'est un mauvais game design. Et dernier point que je voulais aborder dans les mauvais game design, c'est... non, avant-dernier point, excusez-moi. Les étendues trop larges. En fait, il vaut mieux un monde beaucoup plus condensé, mais beaucoup mieux foutu. En fait, si on étale notre jeu, plus on étale notre jeu, plus notre level design est dilu. Donc ça veut dire que plutôt que d'avoir un niveau dense, intéressant et beau à regarder et un chouïa dur, juste ce qu'il faut, eh ben on va avoir quelque chose de beaucoup plus facile, où on va juste avoir des plaines ou des choses très très plates, et tous les éléments de level design vont être dispersés. Et donc du coup, ça va faire qu'il y aura moins un sentiment de cohésion entre chaque élément du jeu. Donc ça, c'est problématique. Et du coup, le dernier point, c'est une durée de vie trop artificielle. Donc, par exemple, le farming. Le farming, c'est un point aussi qui m'énerve beaucoup. Parce qu'en fait, dans les jeux, principalement les MMO, mais pas que, le farming est artificiel dans le sens où, en fait, il fait juste perdre du temps aux joueurs. Et il y a des milliers de façons de faire autrement que juste faire perdre du temps aux joueurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas les jeux en ligne et que je préfère la scène indépendante avec des jeux qui sont légèrement, en général, plus courts, mais plus condensés, où en fait, tu n'as pas besoin de farmer. Et du coup, tu as quelque chose de plus cohérent.
Et, euh, comme je dis, le farm fait que, euh, tu perds du temps pour rien. Et il y a quand même un contre-exemple à ça, c'est Pokémon. Dans Pokémon, le farming existe. Donc, c'est-à-dire que le farming pourrait gâcher le jeu. Mais on n'a jamais besoin de farmer pour finir le jeu. Moi, je ne me souviens pas une seule fois avoir farmé dans Pokémon. Parce que le farm est équilibré. C'est-à-dire qu'on peut farmer si on a du mal avec une arène, ou on peut ne pas farmer et la faire comme ça. Et en général, on y arrive quand même. Et donc c'est pour ça que c'est c'est un bon contre-exemple. D'accord. Donc, si je devais résumer globalement ta vision des choses, c'est que les mauvais game design ont tendance à privilégier la quantité à la qualité. C'est globalement ça, oui. D'accord. Voilà. Bon, après, je crois que ce serait intéressant d'en parler après parce que moi, j'aime beaucoup Undertale, donc voilà, on va voir. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Si on a le temps pour en parler après cette conférence ou pendant les questions. Je pense. Alors, la question suivante, je pose qu'elle sous-entend une question avant, qui, je pense, sera un petit peu rhétorique, mais je la pose quand même. Est-ce que tu considères le jeu vidéo comme un art? Oui, totalement. D'accord. Et donc, quel lien fais-tu entre jeu vidéo et art? Déjà, premièrement, l'art, déjà, premièrement, il y a plusieurs arts dans le jeu vidéo. Donc déjà, ça indique pas mal le fait que le jeu vidéo est un art. Il y a de la musique, il y a du dessin, il y a de l'écrit, il y a, de la vidéo, il y a même une dimension supplémentaire qui est l'interaction. Donc déjà là, le fait de dire que le jeu vidéo n'est pas un art me pose problème parce que sinon ça voudrait dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas de l'art. Ce qui en Alors, soi est faux. puis-je me permettre d'objecter sur un point? Mm-hmm. Alors, je pense aussi que le jeu vidéo est un art, je précise. Mais je pense que l'argument selon lequel le jeu vidéo est un art, parce qu'il y a beaucoup d'arts qui se croisent dans le jeu vidéo, n'est pas le bon argument pour défendre cette thèse. Parce que les arts qui se croisent, ça fait partie de tous les arts, et ce n'est pas pour autant que ce sont des arts. Je m'explique. Si on prend la bande dessinée, par exemple, le dessin et le texte s'y croisent. Mais ce n'est pas pour ça que c'est un art. C'est un art parce qu'il y a le cadrage, qui est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Oui, mais... et je pense qu'effectivement, le jeu vidéo est un art parce qu'il y a interaction. Oui, mais c'est plus ou moins ça que je disais, en fait. D'accord, excuse-moi. Donc, je te laisse Je reprendre. me suis mal exprimé, ça arrive. je te laisse reprendre, excuse-moi. Oui. Ensuite, il y a une autre dimension supplémentaire, autre que l'interaction, enfin, entre guillemets, parce qu'en fait, il y a des joueurs qui, avec les jeux qui sont eux-mêmes artistiques, arrivent à créer de l'art. Exemple, Terraria et Minecraft. Dans Minecraft, on peut construire des maisons, on peut faire du pixel art, on peut faire du voxel art, on peut faire de l'électricité, on peut faire un tas de choses qui permettent d'être créatif. Donc déjà, en plus du fait que le jeu vidéo est un art, il permet aussi de s'exercer à l'art. Et mis à part les jeux comme Minecraft et Terraria, qui sont en général des outils artistiques, même au-delà des jeux qui n'ont pas cette vocation, on peut quand même faire de l'art. Exemple, on peut faire de la photo dans les jeux vidéo. Et il y a des vrais travails de cadrage dans le jeu vidéo qui sont assez complexes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir la caméra libre et de pouvoir rentrer dans les murs, de pouvoir être totalement libre, contrairement à un photographe qui, lui, est obligé de... il a des contraintes physiques. Dans le jeu vidéo, tu n'as pas de contraintes physiques quand tu es dedans. Et du coup, ça crée une dimension supplémentaire dans la photo même. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est quelque chose que j'aime bien. D'accord. Donc le jeu vidéo, selon... Ah, excuse-moi. Je t'en prie. Et dernièrement,
Il existe aussi des musées du jeu vidéo qui n'ont que pour vocation d'être des galeries d'art. Donc ça prouve que le jeu vidéo commence à être considéré comme un art au final. D'accord. Oui, Et donc si je résume, le jeu vidéo est à la croisée des arts et permet aux gens de s'exercer à l'art à travers lui, en plus d'être un c'est art. ça. D'accord. Ma foi, c'est très intéressant. Et bon, alors ce sera la dernière question avant de passer aux questions du public. Vous pourrez donc J'avoue, vous j'ai été démute un à ce peu moment-là. rapide. Non, t'inquiète pas. On est plutôt dans les clous là. On est autour d'une demi-heure avant les questions du public. C'est plus ou moins la norme. D'accord. Ne t'inquiète pas pour ça. Et après, il y a des gens qui sont très bavards et qui parlent des heures et des heures, mais voilà. Il y en a pour tous les goûts ici. Donc, une dernière question avant les questions du public. Est-ce que tu as un bon exemple de jeu vidéo artistique? J'imagine que cette question part du principe que tous les jeux vidéo ne sont pas forcément artistiques, entre grosses paires de guillemets. Mais du coup, est-ce que tu as un bon exemple dans ce domaine? Déjà, je voudrais dire que c'est une question complexe. C'est une question complexe parce que ça pourrait même aller au-delà du jeu vidéo. Je vais m'expliquer. Est-ce qu'on considère, pardon, j'ai fait du bruit, est-ce qu'on considère un produit commercial comme artistique? Est-ce que le fait de vendre son produit fait que ça n'est plus artistique, ça n'a plus pour vocation à être artistique? Pour ce coup-là, je n'ai pas la réponse. Là, je vous laisserai débattre là-dessus. Alors, Par contre, si je peux apporter mon avis sur la question, ça te dérange oui. pas? Non, il n'y a pas de souci. Alors, en fait, la question du financement de l'art se divise en deux grandes mouvances. Il y a d'un côté l'art populaire, qui fonctionne parce qu'il se vend bien, et s'il se vend bien, et qui donc doit suivre la logique capitaliste pour exister. Et il y a l'art dit, bon, ça dépend selon les contextes, qui est dit l'art classique, l'art officiel, l'art d'État, l'art je ne sais quoi, qui lui n'a pas cette question parce qu'il est subventionné, globalement. Et effectivement, quand on regarde, le meilleur exemple, c'est le cinéma aujourd'hui. Si vous regardez le cinéma intellectuel parisien, je pense que la plupart des gens qui ne sont pas sensibles à cette scène, moi le premier d'ailleurs, vont se dire mais c'est quoi ça? Ça n'existe que parce que c'est subventionné. Mais c'est parce que justement, ils sont complètement coupés de cette notion de financement. Ils n'ont pas à se demander s'ils vont marcher vu qu'ils sont subventionnés. Résultat, ils font un art un petit peu plus inaccessible, là où l'art populaire se doit d'être accessible. Donc personnellement, je ne pense pas qu'il est question de savoir si une chose est artistique ou pas, mais dans quelle mouvance elle se pose. Moi, je pense qu'il y en a quand même une troisième. Ah. C'est l'art personnel. C'est quand on fait de l'art pour soi, quand on crée des jeux pour soi, quand on crée des dessins ou des musiques pour soi. Ça existe aussi. Oui, effectivement. C'est peut-être c'est moins répandu parce que du coup, c'est personnel, mais ça existe aussi. Ensuite, par exemple, je vais donner des exemples parce que ce sera plus simple pour moi. Dans Hollow Knight ou dans Cuphead, c'est des jeux qui sont limite des dessins animés. Et moi, j'aime beaucoup ce côté un peu dessin animé et je trouve ça très artistique. Et je trouve que c'est des bons exemples de jeux artistiques. Mais je vais aller plus loin. Je vais essayer de vous parler de jeux qui sont, pour moi, je pense, purement artistiques. Donc vraiment qui n'ont aucune vocation à être vendus. Et qui sont vraiment plus personnels. C'est des jeux qui ne sont pas connus. Ils se vendent pas, basiquement. Et les exemples que je peux donner, c'est Off ou Yumeniki. C'est des jeux qui sont une pure expression onirique de leurs créateurs. Ils ont été faits sous RPG Maker. Ou sinon, il y a d'autres jeux encore plus obscurs, entre guillemets, comme un jeu qui s'appelle League of
Lonely Geologist, où en fait le concept, c'est de creuser dans la terre, récupérer des cailloux qui sont colorés, qui ont des bandes ou des taches, etc., leur donner une légende, les envoyer à quelqu'un au hasard et recevoir d'autres cailloux en compensation qui, eux, ont une légende qui ont été écrites par d'autres inconnus. Et ce jeu-là m'a fait un peu tilt parce que c'est un jeu qui a très peu de gameplay, qui n'est pas vendu, qui n'a pas cette vocation à être connu, mais c'est pour moi un jeu purement artistique parce que la vocation est autre qu'un produit de consommation, autre qu'une chose comme ça. Et j'étais tombé sur cette perle vidéoludique complètement par hasard. Et il n'y a pas grand-chose à faire dans le jeu, si ce n'est déterrer des cailloux, écrire et puis relancer la boucle. Et c'est tout. D'accord, bah, c'est Donc c'est, je pense, un bon exemple de jeu purement artistique. D'accord, voilà. Très bien. Eh bien, merci à toi, Ray, d'être passé. Mais alors, ce n'est pas fini. Je dis juste merci d'avoir répondu aux questions du maître conférencier. Maintenant, c'est un tour des questions publiques. Et on va commencer par une question du capitaine Béa Plume d'encre en personne, qui n'est plus là, malheureusement. Mais bon, sa question restera intéressante. Quelles sont tes inspirations en game design ? J'avais répondu au début. Ah, bah... Oui. Ah, d'accord. Bah, je peux le redire, mais... non, si c'est dans le... Ouais. Voilà. Je suis débile, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? C'est le moment où vous pouvez vous démute et prendre la parole, n'hésitez pas. Oméga, si tu veux. Je le connais, c'est pour ça. J'aimerais poser une question. Oui, Yanoué ? Sur quel type de jeux vidéo vous avez travaillé ? Alors, j'ai créé principalement des jeux tout seul, donc ça, il faut le savoir, ou en tout cas en très petits groupes, des amis à moi, principalement. Ensuite, j'ai créé principalement des RPG plutôt personnels, un qui s'appelle Onirarium, qui est un jeu où en fait on incarne un scientifique qui voyage dans les songes. Et grâce un petit peu à ce média, je peux parler de choses qui m'est personnelles, comme la dépression, parce que je suis dépressif. Donc c'est un peu pour moi, c'est un peu un outil d'exorcisme, si je puis dire. En gros, c'est je balance ce que j'ai au fond de moi. Et donc ça, c'est un des jeux que j'ai fait. J'ai fait aussi un shoot 'em up. Donc les shoot 'em up, c'est des vaisseaux spatiaux qui tirent contre des menaces aliens, etc. J'aime beaucoup ce type de jeu parce que c'est un type de jeu très rétro. Et moi j'aime beaucoup reprendre un petit peu les codes là-dessus. J'ai travaillé aussi, j'ai commencé un casse-brique. Je suis en train de faire un casse-brique. Donc un casse-brique, c'est une plateforme où en fait on balance sa balle et on essaye de casser des briques, basiquement. J'ai travaillé sur des platformers, j'ai essayé de faire plein de petits jeux, mais principalement c'est des jeux plus à but artistique que des jeux à but pour mercantile. Être vendu, quoi. Voilà. Mercantile. Mercantile, voilà, merci. C'est le mot que je cherchais. Je t'en prie. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Je précise pour les timides qui ne veulent pas forcément parler de vive voix qu'il y a un canal visuel qui s'appelle Visuel juste au-dessus de nous, un canal écrit, dans lequel vous pouvez écrire vos questions au besoin. Donc si vous n'avez juste pas envie de prendre la parole, vous pouvez passer par ce moyen-là. Une question de la part de quelqu'un ?
J'aurais une question. Oui. Alors, donc vous parliez de l'équilibre histoire, gameplay avec Undertale par exemple, ou que vous qualifiez un peu d'histoire interactive. Mais Mhm. comment justement, dans un jeu vidéo où prône l'histoire, comment vous feriez pour quand même avoir un gameplay pas mal, mais qui corresponde En fait, justement, c'est toujours une question d'équilibre. Je donne un exemple vraiment parlant. Je, personnellement, je préfère Deltarune, pour le coup. Parce que je trouve que Deltarune est beaucoup plus dans l'interaction, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup plus un équilibre entre le gameplay et l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, on a des moments d'histoire, puis on a du gameplay, un tout petit peu d'histoire, puis du gameplay, puis des moments d'histoire, et ça ne coupe pas le gameplay. Alors que dans Undertale, ça coupe réellement le gameplay. Et c'est pour ça que ça me pose plus de soucis dans Undertale que dans Deltarune, qui est créé par le même créateur. Et j'ai quand même l'impression que lui a fait un petit peu peut-être la remarque. Et c'est peut-être pour ça que Deltarune est mieux calibré, je trouve. Donc c'est toujours une question d'équilibre, finalement. Merci beaucoup pour ta question, November. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Une fois? Deux fois? Je vais poser une question. Écoute, Yann, ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé l'un des jeux de la firme japonaise From Software, par hasard? Tu veux dire Dark Souls? Dark Souls, Demon Bloodborne, Souls, tout Sekiro, ça. ouais, exactement. Ouais, j'ai touché à Demon Souls. J'ai plutôt bien aimé, en vrai. Mais il faudrait que je m'y replonge et que j'achète Dark Souls, tout ça. Et Sekiro. C'est des jeux qui m'attirent beaucoup, mais malheureusement, j'ai pas d'argent. Parce que je pose cette question parce que pour le coup, je trouve que ce sont des jeux qui arrivent à bien utiliser en fait la particularité du jeu vidéo et notamment à créer, comme vous disiez, un équilibre entre histoire et gameplay. Surtout que la partie histoire, en fait, elle n'est pas elle est pas narrée de la manière que le fait le cinéma en fait, parce que dans beaucoup de jeux vidéo c'est ça. Là, pour comprendre l'histoire, il faut vraiment observer et se renseigner par soi-même. Il y a en fait, on incarne un peu la figure de l'archéologue en fait dans ce genre de jeu. Il y a un jeu qui fait ça bien aussi, qui est sûrement inspiré de Dark Souls, c'est Hyper Light Drifter. J'ai beaucoup joué à Hyper Light Drifter, donc je peux plus en parler. Et effectivement, en fait, c'est ce qu'on appelle le capriccio, donc le caprice, la vanité, si vous préférez. C'est en gros voir des décors détruits rappelle un passé qui n'existe pas. En fait, c'est ça. C'est un peu pour ça qu'on est des archéologues dans ce genre de jeu. C'est parce qu'on est dans un décor où on serait des archéologues. En fait, tout est fait dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Merci pour ta seconde question, Yann. Moi, j'ai une question. Alors, du coup, pour le coup, voilà. Au niveau du game design, aujourd'hui, on voit qu'il y a, les usages ont quand même pas mal bougé avec les smartphones. Il y a des Play Store avec énormément de jeux et j'ai l'impression que il y a une espèce d'uniformisation sur les jeux liés au modèle économique du free-to-play qui est pas gratuit, hein, qui est censé, on vous vend des jeux gratuits mais qui ne le sont pas, avec parfois du pay-to-win ou ce genre de choses. Et j'ai l'impression que les jeux se ressemblent finalement de plus en plus sur ces plateformes-là. Alors je sais pas si c'est sous des pressions économiques ou quoi, mais enfin je sais pas, j'ai l'impression que
Là, j'ai essayé moi récemment de trouver un jeu sur smartphone et j'ai abandonné parce que j'ai rien trouvé D'accord. qui correspondait à ce que je cherchais. J'avais des critères très très précis pour le coup et j'ai pas trouvé. Et en surfant, j'ai trouvé qu'il y avait ouais, les modèles, même si le gameplay était pas le même, les modèles derrière étaient un peu toujours les mêmes. Eh ben, en parlant de ça, j'ai eu un semblant de réponse. C'est qu'en fait, en règle générale, les studios ont tendance à créer ce genre de jeu pour amasser de l'argent, pour créer d'autres jeux, en fait. Souvent, Ouais, c'est plus des plateformes d'argent pour refaire d'autres jeux par la suite. Voilà. Donc, d'accord. c'est un peu normal que ça se ressemble quelque part, parce que du coup, le but, c'est surtout d'amasser de l'argent pour refaire des jeux derrière. Donc, en En soi, gros, c'est pas forcément négatif, en quelque sorte. C'est positif pour les gens qui créent des jeux, en fait. d'accord. C'est-à-dire que en gros, c'est sur les studios, c'est leur alimentaire en fait, pour pouvoir C'est faire ce ça. qu'ils ont envie de faire derrière. Mm. Donc c'est pour ça que c'est Et, important, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le critiquer. C'est important, mais le modèle quand même reste discutable. il est discutable dans le sens où alors, il y a des jeux que je trouve sympas où on a envie de mettre un petit peu d'argent dedans, Mm. mais je comprends pas pourquoi ils prennent des modèles économiques prohibitifs en fait. C'est-à-dire que je lisais des avis. Alors j'ai fait ça vraiment très très récemment et je voyais un mec, alors je sais plus sur quel jeu c'était, mais il expliquait qu'il venait de dépenser 110 euros dans un pack de je sais pas quoi et que donc c'est le modèle, c'est on dépense de l'argent réel, on a des espèces de packs où on tire des Mm. objets au hasard et puis il dit ouais mais j'ai eu que de la merde. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai que sur ces jeux-là, les modèles, très rapidement, c'est des packs à 10, 20 euros. Et plutôt que de faire des packs à 1 ou 2 euros où les gens seraient peut-être plus enclins à dépenser, j'ai l'impression qu'ils ciblent des vaches à lait en fait en écartant tout le reste des joueurs. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc malsain derrière ça. Alors peut-être je me trompe, c'est peut-être moi qui ai l'esprit trop étroit sur ce sujet-là, mais j'ai l'impression qu'ils font leur beurre sur quelques personnes qui sont un peu prêtes à lâcher énormément d'argent, tout en écartant finalement les casual gamers qui pourraient dépenser 4-5 euros par mois, mais qui finalement vont fuir le jeu parce que quand ils vont voir des prix à... Enfin, il y a des jeux, j'ai vu des packs à Mm. 70 euros et je comprends pas, quoi. En fait, moi, je pense plutôt que ça dépend juste des jeux. Et malheureusement, bon, ben, si c'est pas assez régulé, on peut rien faire. Voilà, il y aura forcément toujours des entreprises qui vont essayer d'avoir le plus d'argent possible sans réfléchir, hein. Mm. Et sur la même expérience, une autre chose qui m'a vraiment énormément étonné, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peu de protection sur les œuvres, dans le sens où il y a un studio qui va sortir un jeu et quelques semaines après, il va y avoir 10 ou 15 likes sur le jeu, donc des gens qui Mm. vont avoir développé exactement la même chose, juste en changeant le look, mais sur les règles de fonctionnement et enfin des fois les copier-coller sont vraiment Euh, troublants quoi. il y a peut-être un indice, c'est que en Chine ou dans certains autres pays, euh, il n'y a pas le copyright. Genre, en fait, dans certains pays, si je me souviens bien, hein, parce que là, c'est quand même assez technique, ils s'en foutent de faire des copies, ils ont le droit, en fait. Et donc, forcément, il y a des copies chinoises ou des copies d'autres choses qui apparaissent dans la nature à cause de ça, quoi. Selon la législation de chaque pays. C'est normal. D'accord. Enfin, c'est normal, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Mais je pense que Ok. c'est bien. D'accord. Très bien.
Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ce sera sûrement la dernière vu l'heure qu'il est, mais quelqu'un a une dernière question? Une fois? 2 fois? 3 fois? Adjugé. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour d'avoir participé à cette conférence, Ray. J'ai beaucoup apprécié l'animé personnellement. Voilà. J'ai un peu. Donc, Oru, tu peux couper. On peut dire au revoir à YouTube. Au revoir.